Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français, répondant au nom de Vigilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako, le 14 août 2025. Je vous remercie. Voilà le texte du communiqué lu hier à l'Office de radio-télévision malienne par le ministre de la Sécurité civile, le général Mohamedine Daoud. Maintenant, nous allons nous intéresser à une autre information complémentaire qui nous a été donnée par l'ORTM, à savoir la composition de la Dream Team des putschistes néocolonialistes qui envisageaient en ce début août 2025 de renverser le gouvernement panafricain du peuple malien. Alors, la composition de la Dream Team ne manquera pas de nous être maintenant révélée. Quels sont ceux-là qui se sont donc littéralement commis dans cette affaire? Merci. Voilà. Bien, monsieur le ministre, et découvrons à présent l'identité des personnes interpellées. Voici en image les personnes interpellées. Général de brigade Abbas Dambélé, général de brigade Nema Sagara, lieutenant-colonel Baba Dambélé, lieutenant-colonel Saïbou Keïta, lieutenant-colonel Mamadou Ditchekourou Diarra, lieutenant-colonel Songalo Diop, capitaine Mohamed Ouattara, caporal Amadou Bouba Koulibaly, sergent-chef Boukari Karakodjo, Yakuba Kodjo, et parmi les personnes interpellées figure un étranger. Il est de nationalité française. Son nom, Yann Christian Bernard Fézilier. Il a participé activement à l'opération déjouée avec succès par les services spécialisés. Voilà les deux éléments d'information essentiels que les autorités maliennes ont mis à la disposition du public hier sur l'ORTM. Et ça, c'est le point de départ. Maintenant, je passe à la deuxième partie de cette intervention. C'est ce que j'appelle des faits complémentaires. C'est-à-dire des compléments d'information de nature à clarifier et à expliquer pour ceux qui ne comprennent pas les informations qui ont été données. Bon. Pour ce qui est des militaires qui ont été cités,
ils sont tous reconnus comme faisant partie des forces armées maliennes. Leurs fonctions occupées dans les forces armées maliennes sont connues à peu près de tous ceux qui s'intéressent aux nominations militaires de ces dernières années au Mali. C'est le cas notamment des 2 généraux de brigade qui sont cités, le général Abbas Dambélé et la générale de brigade d'armée de l'air, Nema Sagara. Ce ne sont pas des inconnus pour l'opinion qui observe l'évolution des carrières militaires principales au Mali ces dernières années. Tous les autres sont parfaitement reconnus comme étant des soldats, en effet, de l'armée malienne. Mais il y a un personnage qui sort du décor, un personnage détonnant. Il s'appelle Yann Christian Bernard Vézilier. C'est un individu de nationalité française et plusieurs indications. D'abord celle des autorités maliennes et ensuite celle de la presse m'ont amené à aller chercher à savoir qui est ce monsieur Yann Christian Bernard Vézilier. J'ai lu sur un certain nombre de réseaux que ce monsieur est un militaire de l'armée française. Et je suis allé personnellement vérifier cela dans le journal officiel de la République française, qui est disponible en ligne. Parce que les militaires, notamment les officiers, sont nommés. Et leurs nominations sont des documents disponibles au journal officiel. Et notamment en France, c'est un site qui s'appelle Légifrance. Et en allant regarder sur ce site qui s'appelle Légifrance, je peux confirmer toutes les informations essentielles que voici à propos de ce monsieur Yann Bernard Christian Vézilier. Quelles sont les informations incontestables le concernant? Qui est-il réellement? Eh bien, les informations incontestables concernant M. Yann Christian Bernard Vézilier sont les suivantes. Elles sont les suivantes. Je vous les donne. Alors, Yann Christian Vézilier est en effet un ressortissant français. C'est un officier et mécanicien de l'armée de l'air. Il est entré à l'école militaire de l'air en 1998 en France. Il a été promu successivement sous-lieutenant en 2001, lieutenant en 2003, capitaine de l'armée française en 2009, commandant de l'armée française en 2015 et lieutenant-colonel en 2016. Monsieur Yann Christian Bernard Vézilier a été décoré chevalier de l'Ordre national du mérite en 2020, après 27 années de service. Et c'est lui donc qui est présenté par les autorités maliennes comme agissant pour le compte du renseignement français. De manière incontestable, c'est un militaire de haut rang, c'est un officier supérieur de l'armée française. Donc, à partir du moment où un officier supérieur de l'armée française est impliqué dans une tentative de coup d'État, il implique le gouvernement français actuel. Il implique le gouvernement français. Ce qui nous permet d'attester de la première indication que les autorités maliennes nous ont donnée, à savoir que ce coup d'État implique plusieurs États. Il n'implique pas que des militaires de l'État malien, mais il y a des individus appartenant à d'autres États qui ont participé à cette tentative de coup d'État. C'est le cas de M. Vézilier. M. Vézilier étant donc un militaire, un officier supérieur français, sa présence dans ce coup d'État confirme qu'il s'agit d'un coup d'État néocolonialiste. Le néocolonialisme étant la volonté de la puissance française de reprendre, y compris à travers des coups d'État ou à travers des manipulations électorales, la prépondérance sur les régimes politiques africains et ainsi de s'assurer l'approvisionnement multiséculaire en matières premières africaines gratuites. Donc on sait, grâce à la présence manifeste de monsieur le lieutenant-colonel, eh bien, Yann Christian Bernard Vézilier, on sait qu'il s'agit d'un coup d'État néocolonialiste. Ça, on l'analysera dans la troisième partie, celle qui est consacrée aux leçons. Mais le gouvernement malien nous dit bien plusieurs États sont impliqués dans cette affaire. Cela veut dire que cette affaire n'implique pas que, eh bien, le gouvernement français actuel. Cette affaire implique d'autres gouvernements, d'autres régimes politiques.
Et vous pourriez vous demander tout naturellement quels sont les gouvernements ou les régimes politiques qui sont impliqués dans cette affaire. Là, nous allons aller écouter le bref reportage extrêmement pédagogique qui a été fait par le grand investigateur ivoirien Chris Yapi. Chris Yapi a donné une investigation sur cette tentative de coup d'État et a éclairé les responsabilités du plus grand représentant du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest dans la tentative qui vient d'échouer, et c'est la énième tentative qui vient d'échouer au Mali. Alors, écoutons Chris Yapi dans une vidéo de 6 minutes qui a été publiée il y a 2 jours, à tout prendre. Chris Yapi nous explique quel est cet État voisin du Mali qui est clairement impliqué dans ce énième coup d'État. Quel est cet État, c'est-à-dire quel est ce gouvernement qui, une fois de plus, eh bien, cherche à faire tomber, eh bien, le régime malien. Chris Yapi l'a évoqué d'une manière très intéressante. Et je vais vous chercher l'élément que j'ai d'ailleurs, voilà. Tentative de coup d'État au Mali. Écoutez bien. Écoutez, Chris Yapi. Tentative de coup d'État au Mali. La main d'Alassane Ouattara apparaît au grand jour. Un financier et un cadre politique malien résidant en Côte d'Ivoire cité. Au Mali, l'arrestation d'une vingtaine de militaires au cours de ces derniers jours. Ils sont soupçonnés de vouloir renverser la junte, elle-même arrivée au pouvoir par 2 coups d'État successifs en 2020 et 2021. Le général Abbas Dembélé, ancien gouverneur de la région de Mbopti, figure respectée au sein de l'armée, fait partie des soldats qui ont été arrêtés. Comment, à un moment donné, le régime de Bamako a-t-il pu croire qu'il pouvait jouer à ami-ami avec Abidjan? Quelle naïveté! Alassane Ouattara, lui, ne se trompe pas d'adversaire. Il est constant dans sa rancune et cohérent dans sa méchanceté. Il s'est juré de corriger ces 5 colonels maliens qu'il traite avec mépris de voyous et il ne renoncera jamais à sa vengeance. La raison? L'humiliation subie pendant des mois lorsque Bamako avait capturé ses 49 soldats. Pour qui connaît Alassane Ouattara, c'est un affront qu'il ne pardonnera pas. Depuis quelque temps, son frère cadet, Téné Birahima Ouattara, dit la Fiole, claironnait auprès des chancelleries occidentales qu'il était en excellents termes avec le général Sadio Camara, qu'une paix des braves avait été scellée. Il s'en est même vanté dans une interview à Jeune Afrique et sur RFI. Mais la vérité, celle qui aurait dû alerter le régime de Bamako, c'est que malgré cette embellie de façade, Abidjan n'a jamais accepté d'extrader les militaires et les cadres politiques maliens installés en Côte d'Ivoire, lesquels financent depuis Abidjan la déstabilisation du Mali. Or, les faits sont là. Un argentier et un haut cadre politique malien installés en Côte d'Ivoire ont été chargés par Alassane Ouattara d'organiser et de financer ce coup d'État. Il s'agit de Sidi Kanyassi et d'Aliou Diallo. Ce dernier, faisant la navette entre Dakar et Abidjan, estime avoir été trahi par le général Assimi Goïta, car au début du renversement d'Ibeka, c'est lui qui avait mis sur la table les premiers milliards pour financer les militaires, lesquels lui avaient promis le pouvoir avant de le trahir platement. Depuis, il rumine sa vengeance et jure de renverser le régime actuel. Cette tentative de coup d'État s'inscrit dans un vaste complot dont l'objectif final est clair. Renverser le pouvoir malien et démanteler l'Alliance des États du Sahel, AES. Si Alassane Ouattara a finalement décidé de briguer un 4e mandat illégal, c'est en partie parce qu'il comptait sur la réussite de ce coup d'État pour se repositionner sur l'échiquier régional. Il croyait qu'un bon coup d'État au Mali desserrerait l'étau de l'AES et lui permettrait par ricochet de mieux mater l'opposition ivoirienne pour confisquer le pouvoir. Mais avec cet échec cuisant, les cartes se raréfient dans ses mains.
Le régime malien, lui, ferait bien d'ouvrir les yeux et de les garder grands ouverts. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi. Chris Yapi ne ment pas de... Vous avez entendu? Ceci vous permet donc de savoir quel est le principal État de la sous-région qui est nécessairement de mèche avec les putschistes militaires qui viennent d'être arrêtés et avec, eh bien, l'espion mercenaire français qui a été arrêté. Ça vous fait déjà une petite carte. Maintenant, retournons dans le communiqué publié par les autorités maliennes. Ce communiqué est un gisement d'informations pour ceux qui savent lire entre les lignes. Il faut bien regarder ce communiqué. Il nous en dit beaucoup plus si nous avons l'œil exercé à retrouver le non-dit derrière le dit. Si nous sommes exercés à lire entre les lignes des communiqués politiques, on apprend encore plus de ce communiqué que ce qui paraît à sa première lecture. Ce qui paraît à sa première lecture. Écoutez, je regarde, je reviens sur le texte du communiqué du gouvernement qui est là sous mes yeux. Prenons le communiqué, il est signé du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui est l'actuel Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Signé et publié le 14 août 2025. Le gouvernement de transition informe l'opinion de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux. Voilà. D'abord, il faut souligner l'expression groupuscule d'éléments marginaux. C'est-à-dire que les autorités maliennes tiennent à mettre l'honneur des femmes à l'écart de toute souillure. C'est un groupuscule, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas représentatifs des forces armées maliennes. Un groupuscule, c'est-à-dire un petit groupe. Deuxième élément, des éléments marginaux, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont aucun impact sur l'appareil sécuritaire malien, qui n'avaient aucune chance de pouvoir le contrôler, l'appareil sécuritaire malien, parce que leurs positions d'influence dans cet appareil sécuritaire sont marginales. Le marginal, c'est celui qui vit à la marge, qui vit hors du champ principal dans lequel se déroulent les opérations. Vous connaissez la marge des cahiers. Un marginal, c'est quelqu'un qui vit à la marge, qui vit à l'écart. Maintenant, dans le deuxième paragraphe, il y a des informations qu'il faut bien lire aussi. On dit, au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel. C'est-à-dire que les autorités maliennes indiquent que c'est une déstabilisation qui ne vise pas que le Mali. Il s'agit de casser l'AES. Par conséquent, c'est une déstabilisation qui suppose des puissances supérieures aux seuls groupuscules d'éléments marginaux qui ont tenté l'aventure. S'ils ont tenté cette aventure, c'est qu'ils se sentaient soutenus par plus fort qu'eux. Et ils se sentaient soutenus par plus fort que l'AES, pensait-il. Mais qui peut prétendre être plus fort que l'AES en Afrique de l'Ouest? C'est la prétention de la CEDEAO. Qui peut prétendre être plus fort que l'AES en Afrique de l'Ouest? Ce sont les puissances néocolonialistes occidentales, les puissances impérialistes occidentales. C'est clair ou c'est pas clair? C'est de cela qu'il est question dans le communiqué. Et d'ailleurs, ça continue. Alors, n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser avec l'aide d'États étrangers au pluriel. Les autorités maliennes avertissent, informent le peuple malien, avertissent le peuple sahélien, avertissent tous les Africains que toute l'Afrique est l'objet de convoitises et que les tentatives de déstabilisation vont se succéder les unes après les autres. Pourquoi? Parce que l'Afrique est le continent le plus riche de la Terre et que les néocolonialistes et les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux ne veulent pas que les Africains soient les premiers bénéficiaires des richesses de l'Afrique. Quand ils disent, par exemple, que l'Afrique est l'avenir de l'Europe, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils feront tout pour que l'Afrique soit instable et que les richesses de l'Afrique profitent d'abord à l'Europe avant que les miettes de l'Afrique profitent aux Africains. Donc le Mali nous dit que nous avons affaire à une déstabilisation d'ampleur continentale. On n'est pas dans une tentative de coup d'État simplement contre le régime d'Assimi Goïta. On est dans une tentative de détruire l'AES. On est dans une tentative de briser la renaissance africaine. On est dans une tentative de s'assurer que le plan qui a été lancé par la destruction de la Libye par l'OTAN en 2011
et qui visait l'invasion du Sahel, le contrôle total du golfe de Guinée, le dépeçage du bassin du Congo, on veut absolument que ce plan de l'impérialisme occidental se poursuive. D'où la nécessité de casser la muraille de la défense de l'Afrique subsaharienne qui est incarnée dans la confédération de l'Alliance des États du Sahel, dont le leader, eh bien, le leader malien est le président en exercice. Vous comprenez? Voilà ce qui est dit là. Il s'agit de briser la dynamique de la refondation du Mali. Alors là, on nous informe sur la nature du coup d'État. Le coup d'État est un coup d'État antipopulaire. C'est un coup d'État anti-révolutionnaire. Le coup d'État qui a amené le président Assimi Goïta au pouvoir était un coup d'État révolutionnaire qui était soutenu et qui était en soutien aux aspirations populaires. Là, on veut un coup d'État qui mette fin à la réalisation des aspirations populaires, qui mette fin à la nationalisation des mines du Mali, qui mette fin à la reprise en main des banques du Mali par le peuple malien, qui mette fin à la reprise en main des richesses du Mali par les Maliennes et les Maliens. On veut briser cela pour retourner dans la mendicité internationale auprès du FMI, mendicité auprès de la Banque mondiale, mendicité auprès de l'aide française au développement, mendicité auprès du Club de Paris, auprès du Club de Bruxelles, auprès du Club de Londres, auprès du Club de Washington. On veut ramener le Mali dans l'escarcelle du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Et là maintenant on s'intéresse au troisième paragraphe. Il est dit, grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés. Beaucoup est dit dans cette phrase-là. Comment les apprentis putschistes ont-ils été pris? C'est le professionnalisme et la vigilance des services spécialisés. Donc les autorités maliennes nous disent, tout ce qu'on vous a présenté, on possède des preuves flagrantes qu'ils préparaient un coup d'État. Tout ce dont vous avez vu le visage à la télévision malienne là, ils ont été arrêtés parce que les autorités maliennes ont des preuves incontestables qu'ils étaient en train de préparer un coup d'État. Alors, parmi les moyens que les États possèdent aujourd'hui pour établir des preuves incontestables, évidemment, il y a les moyens d'écoute. Il suffit que les gens que vous avez vus là, que ce soit les officiers ou les soldats maliens que vous avez vus, l'officier, le lieutenant-colonel français Vézilier, il suffit qu'on les ait pris en train de parler sur leur machine, ou qu'on les ait écoutés en direct, en train de parler de plans de démantèlement du pouvoir et des structures du pouvoir au Mali, pour que la preuve matérielle de ce qu'ils ont fait soit déjà flagrante et explique qu'ils soient arrêtés. C'est grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés. Le mot spécialisé veut dire qu'on a utilisé des moyens technologiques très poussés pour les attraper. C'est-à-dire que, normalement, quand ils ont été amenés dans les services de la sécurité d'État, les preuves qui leur ont été présentées sont telles qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas osé nier. Regardez bien les visages des gens qui sont là. Les photos que j'ai vues ne montrent pas des gens qui ont été torturés, mais des gens qui savent qu'ils ont été pris la main dans le sac. Leurs visages sont des visages défaits, de gens qui savent que franchement, ce qu'on leur reproche d'avoir essayé de faire, d'avoir commencé à faire, ils l'ont vraiment fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont été traqués par des services spécialisés. Le Mali dit bien spécialisé, c'est-à-dire que aucun d'entre eux ne peut dire « je n'étais pas dedans ». On a la preuve. Et les preuves leur ont été montrées. Dans une procédure judiciaire, ils vont sans doute bénéficier de l'assistance d'avocats. Mais leurs avocats auront à les défendre sur la base de preuves incontestables. Et c'est ce que le Mali dit. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés. C'est-à-dire que non seulement ils ont été suivis depuis longtemps, mais ils ont été suivis avec suffisamment de patience pour que le maximum de preuves qu'ils sont en train de fomenter un coup d'État soit accumulé. Et ils n'ont été pris que quand ils ont donné les preuves maximales et qu'on sentait qu'ils se préparaient à passer à l'action. Vous comprenez? C'est cela qui nous est dit par le communiqué. La conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août.
2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vézilier Yann. Et en effet, quand on s'en va chercher qui est ce monsieur Vézilier Yann, on découvre que c'est un lieutenant-colonel, eh bien, de l'armée française. Agissant pour le compte du service de renseignement français. Si le Mali le dit, c'est qu'il en a la preuve. Le Mali indique même à quel service il appartient, le service de renseignement, qui a mobilisé les responsables politiques. Donc, le Mali insiste pour dire qui a mobilisé les responsables politiques. Cela veut dire quoi? C'est qu'il y a un lien entre cette tentative de coup d'État militaire et l'activisme d'un certain nombre de responsables politiques. Pour le moment, les responsables politiques ne sont pas encore nommément cités. Pour le moment, la liste des responsables politiques qui pourraient être arrêtés dans le cadre de cette procédure n'est pas encore connue. Mais le Mali nous informe que ce coup d'État militaire qui était en préparation s'est fait en bonne entente entre ce groupuscule donc marginal d'officiers et de soldats, et des hommes, voire des femmes politiques. Donc c'est un coup d'État tentaculaire. Il n'est pas que militaire, c'est un coup d'État militaro-civil. Le Mali nous informe que ce n'est pas fini. La liste des hommes et des femmes politiques qui étaient dans la conspiration ne va pas manquer de sortir dans les prochains jours. Voilà ce que nous dit le Mali. Vous comprenez? Et elle nous dit que le lieutenant-colonel, donc Vézilier Yann, le mercenaire français, était le cerveau, puisque c'est lui qui mobilisait. C'est lui qui mobilisait les officiers maliens, c'est lui qui mobilisait les soldats, c'est lui qui était en quelque sorte le maître penseur de l'opération. Donc le Mali nous dit que c'est un coup d'État qui a été pensé à partir des services néocolonialistes français. L'accusation est flagrante. Et le fait qu'on tienne un lieutenant-colonel est un argument incontestable. Et donc, il y a des responsables politiques, attention, qui étaient impliqués dans cette affaire, qui sont impliqués dans cette affaire. Leur liste sera connue sans doute dans les prochains jours. Mais il y a aussi des acteurs de la société civile. Un certain nombre de ceux-là que vous entendez derrière des histoires de démocratie, droits de l'homme, humanitarisme, ceci, cela, il y a des noms qui vont sortir. Et ces noms ne vont pas sortir par hasard puisque c'est au fur et à mesure que les preuves sont constituées que les responsables sont arrêtés. Et on continue. Et on indique que les principaux responsables militaires côté malien, le principal responsable militaire côté néocolonialiste français, c'est le lieutenant-colonel Yann Bernard Christian Vézilier, mais les principaux responsables militaires côté malien sont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. On passe au 4e paragraphe. Le gouvernement de transition, tout en condamnant cet acte subversif, rassure l'opinion. Alors pourquoi le gouvernement de transition condamne-t-il cet acte subversif? On peut se poser cette question. Puisqu'il y a toute une campagne de presse pour dire que le président Assimi Goïta est arrivé au pouvoir par coup d'État et que maintenant il est en train d'arrêter des gens qui ont essayé, c'est vrai, de lui faire un coup d'État. Nous allons en parler dans la dernière partie de notre émission. On va revenir sur la théorie du coup d'État. Parce que la confusion mentale que la presse de la France-Afrique veut entretenir sur la notion de coup d'État, elle doit être levée et clarifiée pour les Africains. Tous les coups d'État ne se valent pas. Tous les coups d'État n'ont pas la même signification. Tous les coups d'État n'ont pas la même légitimité. Tous les coups d'État n'ont pas la même valeur. Bon. Donc, cet acte est condamné. Le gouvernement rassure l'opinion, d'une part, que les enquêtes se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, et d'autre part, que les forces armées et de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Alors, l'information que moi je retiens ici, c'est non seulement que le démantèlement des responsabilités dans cette affaire va se poursuivre, mais ce qui est important, c'est que le gouvernement malien sait que c'est pour stopper la lutte contre le terrorisme que ce coup d'État a été tenté. Je reprends cet enseignement.
Avec le président Assimi Goïta, le Mali est passé à l'offensive contre le terrorisme. Pour stopper cette offensive contre le terrorisme, on fait tout pour renverser le régime du président Assimi Goïta, pour renverser la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Pourquoi? Mais parce que le terrorisme en Afrique a été importé par l'OTAN à travers son intervention criminelle en Libye en 2011. Lors de cette intervention, 4 puissances se sont illustrées au plus haut niveau. Et elles ont agi avec Al-Qaïda et l'État islamique contre la Libye de Muammar el-Kadhafi. Ce sont les États-Unis de Barack Obama et Hillary Clinton. Ce sont la France de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha. C'est la Grande-Bretagne de David Cameron. Et c'est le Qatar du prince Thani. Rien que dans la coalition, ces 4 pays ont abattu un travail terrible pour détruire l'État libyen. Et ils étaient appuyés au sol, et ils armaient au sol, et ils médiatisaient au sol les 2 organisations terroristes qui ont été créées par l'OTAN au Moyen-Orient, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique. Donc, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train d'opposer une réponse géopolitique, géostratégique, tellement importante au terrorisme qu'il est important de changer la direction de ce pays pour que les terroristes puissent progresser. Le Mali a averti le monde entier que c'est pour empêcher les succès des forces armées maliennes contre le terrorisme qu'on veut absolument placer un valet à Bamako. Parce que quand il y a un valet à Bamako, quand il y a un président mou, comme l'était, paix à son âme, le défunt Ibrahim Boubacar Keïta, les affaires des terroristes peuvent prospérer. Quand il y a un président mou à Ouagadougou, comme l'était Roch-Marc Christian Kaboré ou Paul-Henri Sandaogo Damiba, les affaires des terroristes peuvent prospérer. Quand il y a un président mou à Niamey, comme l'était Mohamed Bazoum, qui faisait ami-ami avec les terroristes et qui a dit publiquement qu'ils étaient plus aguerris que son armée, mais les terroristes avaient champ libre. Donc les puissances impérialistes et néocolonialistes veulent avoir des dirigeants du style Ibeka, des dirigeants du style Damiba, Roch-Marc Christian Kaboré, des dirigeants du style Mohamed Bazoum, hein? Des dirigeants du style Tinubu, Patrice Talon, des dirigeants du style Ouattara Draman, Biya Paul, à la tête des pays africains, parce que ceux-ci n'ont pas le courage d'affronter le terrorisme, ils préfèrent composer avec lui. Donc, renverser le gouvernement malien est un élément important dans la stratégie de reconquête du territoire. C'est un élément extrêmement important pour eux. D'accord? Et c'est ce qui est dit ici. L'enjeu qu'il y a derrière ce coup d'État, c'est de stopper les victoires de l'Alliance des États du Sahel contre le terrorisme. Et je viens aux enseignements du dernier paragraphe. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours. Plaise à Dieu. C'est un paragraphe qui est plein de modestie. Le président Assimi Goïta et ses compagnons ne se prennent pas pour Dieu. Ils ne disent pas qu'ils ont une maîtrise absolue de l'avenir. Car seul Dieu, en dernière mesure, sait ce que nous deviendrons dans le temps long. Mais ce qu'ils disent au peuple malien, c'est « aidons-nous pour que le ciel nous aide ». Restons solidaires, restons unis, restons forts, parce que nous sommes dans une guerre de longue haleine. Aucun cadeau ne nous sera fait. La moindre faille entre nous nous coûtera cher. Pas simplement nous qui vous gouvernons, mais nous tous en tant que peuple. Parce que il y a des forces qui travaillent à nous ramener en arrière, à nous ramener en esclavage. Et voilà la deuxième partie de l'analyse de cette tentative de coup d'État. Je viens à ma conclusion. Dans cette conclusion, je veux tirer des leçons. Quelles sont les leçons qu'on doit tirer de cette tentative de coup d'État? Première leçon, le néocolonialisme français n'a pas changé de méthode. On a vu cette semaine M. Macron faire un semblant de mea culpa dans une lettre adressée au valet france-africain du Cameroun, Paul Biya. On l'a vu dire, la France reconnaît avoir mené une guerre contre le mouvement
insurrectionnel, le mouvement indépendantiste camerounais, hein, la France le reconnaît. Quelqu'un qui lirait ça et qui croirait au Père Noël pourrait penser que le président Macron incarnerait un changement de la politique colonialiste et néocolonialiste de la France en Afrique. Il n'en est rien. Cette tentative de coup d'État impliquant clairement un officier français confirme que le président Macron n'est pas sorti. Il n'a même pas pensé à sortir du néocolonialisme. Le principe du néocolonialisme et du colonialisme, c'est de procéder par la force, par la ruse, par le mensonge, par la violence, par la corruption, pour s'imposer, diviser les peuples et régner sur eux. C'est ce principe qu'a pratiqué De Gaulle. C'est ce principe que pratiquait Pompidou. C'est ce principe que pratiquait Giscard d'Estaing, que pratiquait François Mitterrand. C'est ce principe que pratiquait Jacques Chirac, que pratiquait Nicolas Sarkozy, que pratiquait François Hollande. C'est ce principe que pratique Emmanuel Macron. Ils veulent absolument maintenir l'Afrique dans les griffes du précaré, ce qu'ils appellent maintenant le dispositif socle de la France, afin de continuer à l'exploiter. Parce qu'ils sont habités par l'angoisse existentielle de la rareté des terres et des ressources stratégiques dans leur sol. Ça, c'est la première leçon. Ceux qui ont pensé qu'avec le président Emmanuel Macron, la France avait renoncé à la politique à la Bob Denard, que la France avait renoncé à la politique des coups d'État qui a marqué le XXe siècle et le début du XXIe siècle dans les relations avec l'Afrique, tous ceux qui ont pensé cela, maintenant, devraient complètement renoncer à croire qu'on ait un changement de la vieille politique néocoloniale avec ce jeune président. Première leçon. Deuxième leçon, c'est une leçon interne à nos armées, à nos élites africaines. Cette énième tentative de coup d'État pose le problème du sens des responsabilités collectives. Le problème de la valeur du bien commun pour nous les Africains. Nous devons continuer à bien éduquer nos sociétés, à bien éduquer nos enfants. Nous devons bâtir une classe politique qui comprenne que le but de la politique, c'est le service du bien commun. Quand vous vous engagez à faire de la politique, il faut que vous soyez convaincus que ce que vous cherchez, c'est l'amélioration de la condition de tous. On ne fait pas de la politique pour soi. Or, il y a encore cette confusion. Cette confusion domine dans la société. Quand vous écoutez les discussions, les gens pensent qu'on fait de la politique pour soi-même. La plupart des gens pensent qu'on fait de la politique pour s'enrichir. Et en effet, en Afrique, il y a encore beaucoup de gens qui s'engagent en politique pour être riches. Le président Laurent Gbagbo raconte une anecdote que je vous rapporte. Il dit que quand il était opposant en Côte d'Ivoire, et même jeune professeur d'histoire, il discutait avec un de ses amis, avec qui ils avaient fait le lycée. Cet ami disait, je vais faire des affaires, être riche, et quand je serai riche, je vais faire la politique. Laurent Gbagbo lui disait, moi je ne vais pas faire des affaires pour être riche, c'est pour ça que je vais faire la politique. Cet ami lui disait, avec l'argent que je vais gagner, je vais devenir président de la République. Laurent Gbagbo lui disait, quant à moi, précisément parce que je vais faire de la politique, c'est-à-dire mener la lutte politique, je vais être président de la République, sans être milliardaire comme toi. Et Laurent Gbagbo de conclure, finalement cet ami est en effet devenu milliardaire grâce aux affaires, mais il n'a pas percé en politique. Alors que lui, il n'est pas devenu milliardaire, mais il est devenu président de la République pendant 10 ans de son pays. La moralité de cette anecdote du président Laurent Gbagbo, elle doit être enseignée dès les plus petites classes. La politique, c'est l'engagement pour servir la communauté. Si tu ne veux pas servir la communauté, n'entre pas en politique. Parce que tu vas faire beaucoup de mal à la communauté et tu vas te faire du mal à long terme à toi-même et à tes descendants. Il faut qu'on enseigne cette vérité élémentaire. Qu'est-ce que la politique? C'est l'art du service du bien commun. Si vous n'êtes pas animé par la volonté de servir le bien commun, s'il vous plaît, ne faites pas de la politique, faites autre chose, faites des affaires, concentrez-vous sur vos études, allez dans un domaine autre que la politique. Parce que si vous allez en politique, avec la mauvaise définition de la politique, vous serez mauvais
pour la collectivité et vous serez mauvais pour vous-même. Les Hitler là, ils n'ont rien gagné dans leur manière de faire. Leur nom est gâté pour toujours. Les gros dictateurs de l'histoire n'ont rien gagné. Leur nom est gâté pour toujours. Même leurs enfants ont honte de porter leur nom quand leurs enfants ont survécu. Il faut que vous compreniez, il faut regarder la vie sur le plan de l'histoire longue. Donc, qu'est-ce qui peut amener des officiers maliens, généraux de brigade, de leurs conditions, des lieutenants-colonels, à s'associer à un officier néocolonialiste français pour prendre le pouvoir au Mali, à une époque où nous avons tiré toutes les leçons des affres et tragédies que le système néocolonialiste français a généré chez nous en Afrique. Je me posais cette question lors de l'examen de la tentative de coup d'État menée au Burkina Faso par Ahmed Kinda. Et je disais, mais en fait, Ahmed Kinda, quel changement substantiel crois-tu pouvoir apporter à la situation politique au Burkina Faso qui ne soit déjà implémenté par ton camarade militaire, le président du Faso actuel, Ibrahim Traoré? Comment peut-on comprendre qu'avec l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de l'expérience, la misère de masse dans laquelle notre continent est plongé à cause des mauvaises décisions de plusieurs de nos prédécesseurs dans les responsabilités politiques, comment peut-on comprendre qu'il y ait encore des gens qui veuillent rétablir un régime au profit du néocolonialisme français sur le continent africain, si ce ne sont des démons et des monstres? On n'a même pas commencé à faire payer à l'État français les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides, les déportations, les pillages qu'il a commis en Afrique depuis 600 ans. On n'a même pas encore jugé l'État français pour le Code noir de Colbert, qui continue à avoir des places publiques et un bon nom en France. On n'a même pas encore résolu ce contentieux. Et il y a des gens qui veulent encore placer des pays africains sous la coupe d'une puissance qui n'a pas quitté le néocolonialisme. C'est triste. Et c'est ça la deuxième leçon. Nous devons reconnaître qu'une partie des Africaines et des Africains, et peut-être une très grande partie, est encore sous-éduquée politiquement, spirituellement, idéologiquement. Nous avons le devoir d'enseigner. Nous avons le devoir d'éduquer. Nous avons le devoir d'éveiller. Nous avons trop de gens à tous les niveaux de responsabilité dans nos sociétés qui sont intellectuellement, spirituellement et moralement endormis. Ils ont les yeux physiques ouverts, mais ils ont les yeux mentaux et spirituels fermés. Or, la véritable éducation, elle a pour but d'éveiller un être humain à la conscience de sa dignité. Moi, en tant que personne, je ne suis pas une chose. Je suis un être humain, à cheval entre la forme animale, d'où je viens, et la forme ancestrale divine où je vais, à travers cette ultime initiation que l'ignorant appelle la mort. On doit apprendre aux gens à accorder du prix à leur âme. L'éducation a pour but de nous rendre conscients de notre âme. Elle a pour but de nous rendre fiers d'être des créatures divines et de participer à l'amélioration de l'œuvre divine sur terre, tout le temps que nous y serons. Je regarde la tête de mes frères et sœurs qui participent à ce complot néocolonialiste. Et je me dis, qu'est-ce qu'on ne leur a pas expliqué? Troisième leçon, il est important qu'on rappelle à nouveau la distinction entre les coups d'État. Il y a globalement deux sortes de coups d'État. Des coups d'État qui ont pour but de servir des intérêts particuliers et étrangers. On va les appeler les révolutions de palais et les coups d'État néocolonialistes impérialistes. Et il y a des coups d'État qui ont pour but de servir les aspirations légitimes du peuple. Notamment quand le peuple est dirigé par des irresponsables, des criminels, des incompétents, des voyous. Il y a deux sortes de coups d'État. Dans la presse française, depuis 3 jours, on essaye de dire qu'Assimi Goïta est victime d'un coup d'État parce que lui aussi il en avait fait un. Mais on ne veut pas faire émerger la distinction entre le coup d'État révolutionnaire au service des intérêts populaires
et le coup d'État réactionnaire, néocolonialiste, au service des intérêts étrangers et des intérêts oligarchiques. Vous pouvez ne pas aimer le président Assimi Goïta et ses compagnons. Tout le monde reconnaîtra qu'ils ont fait leur coup d'État pour servir le peuple malien. Quelle que soit la fortune à laquelle ils auraient entre-temps accédé, elle est au Mali là-bas. Elle est avec eux au Mali là-bas. Quand on les a menacés de sanctions européennes, américaines, etc. Mais depuis que le président Assimi Goïta est là au pouvoir, est-ce qu'il est déjà allé en Amérique? Est-ce qu'il est déjà allé en Europe? Quand vous le voyez là, vous avez l'impression que l'Amérique ou l'Europe lui manque. Mais parce qu'il n'a pas volé l'argent malien pour venir le cacher ici en Europe, pour aller le cacher en Amérique ou dans les paradis fiscaux. C'est pour ça qu'il est tranquille. Il est chez lui à Kati, il est chez lui à Kourouba, il est chez lui au Mali. Il va dans les pays de l'AES où on l'attend. Il va dans les pays, eh bien, eurasiatiques comme la Russie ou la Chine où on l'attend. Et puis il rentre chez lui. Donc, même si on dit vous êtes méchant là, vous êtes obligé de reconnaître que ce type-là, il gouverne au cœur de son peuple. Et tout ce qu'il fait, son peuple le voit. Tout ce qu'Assimi Goïta et ses compagnons acquièrent, les Maliens voient. C'est au Mali. C'est là-bas au Mali. Donc, le coup d'État qu'ils ont fait là, il avait pour but de doter le pays d'une direction qui travaille pour le pays. Une direction qui se bat vraiment pour protéger le pays. Une direction qui élargit la mainmise du peuple sur ses propres richesses. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Regardez ce qu'ils ont fait dans le domaine minier. Regardez ce qu'ils ont fait dans le domaine des banques. La dernière banque là qu'ils viennent de nationaliser, la BNDA, Banque nationale de développement agricole. Ils ont racheté les parts françaises dans cette banque pour que le Mali exerce toute sa souveraineté sur le financement de son agriculture. Ces gens-là ont fait reculer Barrick Gold, ont renfloué les caisses de l'État malien. Ils ont équipé l'armée malienne comme jamais elle n'a été équipée depuis 30 ans. Donc, vous voulez faire un coup d'État pour amener le Mali où? Pour ramener le Mali là d'où il est sorti? Le Mali où? Des officiers formateurs français entraînaient les soldats avec des bouts de bois. On faisait sortir les soldats avec des bouts de bois comme ça, qu'on utilisait aux entraînements militaires comme fusil, et ils devaient faire po, 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 pour montrer qu'ils ont tiré lors des entraînements. Vous voulez ramener le Mali sous ces gens-là? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont dirigés par des militaires qui ont perpétré des coups d'État révolutionnaires populaires. Ce qu'ils ont fait est approuvé par l'écrasante majorité de leurs compatriotes. Ceux qui leur contestent leur légitimité sont les serviteurs des intérêts étrangers, des intérêts des ennemis de l'Afrique. Et ce n'est pas par hasard qu'on retrouve un officier supérieur français à la tête du complot. La structure hiérarchique même du complot, qui vient d'avoir lieu au Mali, indique que ce n'est pas pour le Mali que la générale de brigade Sagara ou que le général de brigade Abbas Dambélé se sont engagés. Ils se sont engagés pour leur chef opérationnel. On voit bien qui c'est. Il est là-bas en prison au Mali, Vézilier, lieutenant-colonel de l'armée française. Oui! Donc, il faut que tous les Africains ne se laissent plus impressionner par le discours moralisateur sur les coups d'État. D'autant plus que, quand ce discours moralisateur est produit par la presse française, elle oublie de dire que la République française, la 5e République, a été fondée par un putschiste. Mais le général de Gaulle, c'était un rebelle. Sous le régime de Pétain, il s'enfuit en Angleterre, il est condamné à mort par contumace. Il va monter un commando, le commando qui fait 177 hommes. C'est tout ce qu'il avait. Il est obligé de courir en Afrique, convaincre les différents gouverneurs coloniaux français de l'aider à mobiliser des soldats africains pour constituer l'armée qui va libérer la France. Avec le soutien des États-Unis et de la Russie et de l'Angleterre. Donc, dites à ceux qui vous parlent junte, dites-leur que c'est une junte qui a fondé la 5e République. C'est une vérité scientifique. Le général de Gaulle,
a fait tomber Vichy avec le soutien des troupes africaines, des troupes américaines, des troupes russes, des troupes britanniques. Mais il n'avait pas été élu quand il exerçait le pouvoir pour la première fois. En 1945, 44, 45 en France. Il avait été élu par qui? Et combien de temps il est resté influent sur la politique française? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Il est arrivé en 45. Sa même mise sur la politique française va jusqu'en 1970, à sa mort. Vous voyez? Donc voilà des gens qui veulent essayer de mélanger les officiers révolutionnaires du Sahel avec la piétaille néocolonisée des valets à la Oligui Nguema, qui font les 4 volontés de leur maître colon et qui, en treillis, donnent l'impression d'incarner le patriotisme alors qu'ils sont en réalité des lèche-culs, des larbins du néocolonialisme. On veut mélanger ça là avec des leaders révolutionnaires comme le président Goïta, le président Traoré ou le président Tiani. Les Africains connaissent la différence. Il ne viendra aujourd'hui en Afrique à personne l'idée de dire que le général Mamadi Doumbouya était un révolutionnaire, comme le capitaine président du Faso, Ibrahim Traoré. Personne ne peut dire ça, personne de sérieux ne peut dire ça. Personne de sérieux ne peut comparer le général d'armée Abdourahmane Tiani à la tête du Niger et puis Oligui Nguema à la tête du Gabon. On voit très bien que ce n'est pas les mêmes gens. Donc nous, Africains, n'avons aucun problème moral, nous n'avons aucun problème intellectuel ou spirituel avec les coups d'État révolutionnaires, parce que ce sont des coups d'État qui permettent de répondre aux aspirations populaires. Les aspirations populaires sont des aspirations à la souveraineté, des aspirations à la prospérité, des aspirations à la dignité partagées par le peuple, des aspirations à l'unité, à la sécurité. Nous avons besoin d'hommes et de femmes, qu'ils soient militaires ou pas, qui travaillent pour que notre humanité africaine se réalise intégralement. Voilà la 3e leçon. Maintenant, 4e leçon qu'il faut tirer. C'est une leçon que je réitère souvent. Vous voyez très bien que ce coup d'État est un coup d'État néocolonialiste français avec le soutien de la CEDEAO et notamment du sous-fifre du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara. Je demande ici au peuple du Sahel, combien de temps nous faudra-t-il pour comprendre que dégager Alassane Dramane Ouattara de la tête de la Côte d'Ivoire est un objectif continental vital. Nous sommes en 2025. Il faut que le problème Ouattara soit résolu. Pour que le Mali respire, le Burkina respire, le Niger respire. Parce que Alassane Ouattara, lui, tant que Assimi Goïta n'est pas tombé, tant qu'Ibrahim Traoré n'est pas tombé, tant qu'Abdourahmane Tiani n'est pas tombé, tant que l'AES n'est pas tombé, Alassane Ouattara n'arrêtera pas de fomenter des coups d'État. À peine le coup d'État de début août 2025 là, vient d'échouer. Alassane Dramane Ouattara est en train de rassembler les moyens pour prévoir le prochain. Je vous ai toujours dit que ce satrape reptilien venu de Sendou, ayant trahi notre belle terre burkinabé de Sendou, a une qualité dans sa négativité, c'est qu'il est rigoureusement méchant. Alassane Ouattara est un méchant discipliné. C'est-à-dire que quand il fait le mal, c'est avec un esprit de conséquence. Il est méthodique. Alassane Ouattara, tous les jours de sa vie, au réveil, tous les jours avant de se coucher, il réfléchit à la meilleure façon de faire pour démanteler l'AES. Il cherche la tête des présidents Goïta, Tiani et Traoré. Et ça, il ne la cherche pas de temps en temps. Il la cherche tout le temps. Il est temps pour l'Afrique de l'Ouest, comme pour toutes les zones de l'Afrique, qui sont tenues par ces valets du néocolonialisme, de tirer toutes les conséquences de leur nocivité et de considérer que leur chute est un élément essentiel de nos intérêts vitaux. Dans la trilogie qui dirige le Mali, il est dit que les principes sacrés sont la souveraineté, la liberté de choix stratégique et la défense des intérêts vitaux. C'est cette même trilogie qu'on retrouve au Burkina Faso ou au Niger. Mais je vous invite à constater qu'Alassane Ouattara est une menace pour les intérêts vitaux du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de l'AES.
C'est une menace directe. Il s'est levé, il a dit, je vais envoyer 1500 soldats buter Tiani à Niamey pour rétablir Bazoum. Alassane Ouattara ne croit pas en la souveraineté des pays africains, puisque lui, c'est un suzerain, c'est un vassal. Il ne croit qu'en une hiérarchie vassalisante, au sommet de laquelle il y a l'impérialisme occidental, le néocolonialisme français, et lui, le sous-gouverneur néocolonisé ouest-africain. Donc il faut sérieusement sortir de la défensive avec Ouattara. Il faut sortir de la défensive avec lui. Alassane Dramane Ouattara est à l'offensive. Et la réponse qu'il mérite, c'est une contre-offensive. Je recommence. Alassane Ouattara, lui, il est à l'offensive. Il est tout le temps à l'offensive. Il harcèle le Mali, harcèle le Burkina, harcèle le Niger. Alassane Ouattara cherche tous les moyens possibles pour démanteler ces trois régimes. Parce que ce sont des régimes populaires qui constituent des crimes de lèse-majesté pour ces maîtres néocolonialistes français. Il faut que les trois régimes-là et tous les peuples africains passent eux aussi à la contre-offensive contre des gens comme Ouattara. Parce que jusqu'ici, la logique est celle de la défensive. Et on voit que la défensive ne paye pas. Il revient, il recommence. Tant que lui, il est là, il viendra. Tant qu'Alassane Ouattara est à Abidjan, il y aura des tentatives de coup d'État récurrentes, organisées à partir de la place de Côte d'Ivoire, galvanisées à partir de la Côte d'Ivoire, contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et c'est un enseignement essentiel. Enfin, pour moi, il y a un cinquième enseignement, cinquième leçon de cette tentative de coup d'État, c'est que la progression du système sécuritaire malien, non seulement se traduit par des défaites massives pour les terroristes, qui sont vraiment sérieusement en difficulté, mais elle se traduit également par une capacité d'anticipation que je voudrais saluer. Il faut féliciter le président Assimi Goïta et ses compagnons pour la qualité de leur anticipation cette fois-ci. Je voudrais vous faire observer que lors de toutes les autres tentatives de coup d'État qui ont échoué, le temps d'anticipation n'a pas été aussi précis, il n'a pas été aussi avancé que cette fois-ci. Dans toutes les opérations de coup d'État, j'ai observé depuis 2022 les tentatives pour éliminer le président Goïta, l'armée malienne a dû agir en contre-offensive. Ils étaient venus même jusque dans la résidence du président Goïta dans le camp de Kati pour essayer de le tuer. Et il a fallu que l'armée malienne reprenne le dessus. Je me souviens. C'était en juillet 2022. Je suis reparti du Mali le 21 juillet 2022. En arrivant à Paris le matin, j'apprends que la garnison de Kati est attaquée, qu'on a tenté d'atteindre la résidence du président Goïta. Donc là, l'armée malienne a dû faire une remontada pour écraser les assaillants, qui tentaient en fait de renverser le pouvoir. Dans toutes les tentatives précédentes, l'armée malienne faisait des remontadas. Ils attaquent et l'armée malienne réagit et les écrase. Cette fois-ci, l'armée malienne et les forces de sécurité ont étouffé les complotistes dans l'œuf. Ce qui veut dire qu'il y a un progrès très avancé dans le professionnalisme et dans la solidité de l'appareil sécuritaire. Et il faut féliciter ici le président Goïta et tous ses compagnons pour le sérieux qui est mis à la question de la sécurité du Mali. Quand ils disent que ça s'est passé avec professionnalisme, on le voit. Cette fois-ci, l'ennemi n'a pas eu le temps de tirer un seul coup de feu. Alors que toutes les fois précédentes, l'ennemi avait le temps de tirer un coup de feu. Cette fois-ci, il n'a même pas eu le temps de tirer un coup de feu. Il a été cueilli au moment où il voulait appuyer sur la gâchette. Haut les mains. Et quand vous regardez les visages des militaires qui ont été arrêtés, vous sentez des gars qui ont été vraiment pris au moment où ils croyaient pouvoir commencer. La main dans le sac. Il faut donc saluer le président Goïta et tous ses compagnons. Il faut saluer le CNT. Il faut saluer le grand peuple malien pour la maturité, la sérénité et la puissance qu'il continue de manifester face aux épreuves de la vie. Enfin, sixième et dernière leçon, il faut, et le président Goïta l'a compris, continuer à renforcer le peuple malien, continuer à tout faire pour sortir le peuple malien des difficultés socio-économiques. Parce que les difficultés socio-économiques sont le terreau de la division politique
Et c'est dans ce terreau que recrute le terrorisme. Le programme présidentiel d'urgence de 12 milliards, qui a été lancé il y a 3 jours, est un exemple du type d'action qu'il faut continuer à mener et qu'il faut institutionnaliser pour arracher les Maliens les plus vulnérables des griffes de la misère. Tant qu'il y aura des Maliennes et des Maliens qui sont dans les griffes de la misère, les terroristes, les opportunistes, les profito-situationnistes, les bourgeois compradors essaieront toujours de se faufiler pour créer des zizanies. Donc c'est très important de mettre l'accent sur les aspects socio-économiques de la vie. Parce que quand les populations sont exposées au manque, à la pénurie, quand les populations sont exposées à la pauvreté, il faut savoir qu'elles ont tendance à écouter les bonimenteurs qui leur promettent des paradis artificiels et qui peuvent, en partie au moins, les entraîner dans des aventures sans lendemain. Vive les forces armées maliennes. Vive les autorités du Mali, à leur tête le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le général d'armée, Assimi Goïta, et tous ses compagnons. Vive le peuple africain du Mali, que Dieu bénisse le Mali. J'aimerais, comme j'ai commencé cette émission, la finir en écoutant et en faisant écouter le bel hymne national de ce pays, qui est un hymne national hautement panafricain. Hautement panafricain. C'est un hymne national hautement panafricain. C'est un hymne national hautement panafricain et qui mérite, dans ces moments solennels, d'être écouté. Dans ces moments solennels, d'être écouté. Merci à celles et ceux qui ont partagé massivement ce programme. Je vous souhaite un excellent vendredi. Je souhaite une excellente fête de la Toussaint aux chrétiens du monde entier. Soyez bénis. Ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi déboule son fond, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera unité. Au Mali de demain, les gens d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Debout, vivez campagne, debout, femmes jeunes et vieux, pour la patrie en marche, vers l'avenir à Dieu. Pour notre dignité, renforçons bien nos rangs. Pour le salut public, forgeons le bien commun. Passons au coude à coude, faisons le sentier du bonheur. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté.
pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera unité. Merci, merci à toutes et à tous. Et bismillah Mali, soyez bénis. Justice malienne, s'il vous plaît, soyez exemplaires. Sanctionnez les criminels qui menacent la vie du peuple malien. Soyez exemplaires. Comme toujours, montrez le chemin. Soyez bénis. Merci. Merci à toutes et à tous. Vous étiez très nombreux dans cette émission. Vous étiez 7000 sur les plateformes YouTube et Facebook. Je vais savoir combien vous étiez sur la plateforme TikTok. À cet instant précis, je compte sur vous pour partager ce programme en soutien au grand peuple africain du Mali. Soyez bénis. Soyez bénis. Voilà, vous étiez 12 000 personnes en direct sur TikTok, plus les 7 autres 1000. Eh bien, vous étiez 22 000, plus de 22 000 personnes en direct de ce programme dédié à la défense d'une grande patrie africaine, le Mali. Merci. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Mali. Soyez bénis. Merci. Vive l'Afrique des libertés.